Je vais tester une nouvelle méthode de conservation des tomates que j'ai vue sur internet. Il y a pas mal de gens qui font ça apparemment. Congeler les tomates entières, juste on les lave, on les sèche et on les congèle. Et ensuite comme ça à l'hiver on peut faire nos sauces tomates avec. D'ailleurs il y en a même qui les congèlent pour ensuite faire les sauces tomates en bocaux. Là-dessus je suis pas certaine, mais de toute façon je compte pas faire de bocaux. Et comme on m'a posé des questions sur le stockage, la congélation, tout ça, cette année je vais conserver tous mes légumes grâce à la congélation. C'est pour ça que j'ai acheté un deuxième congélateur. Donc on a celui-ci qui est pas super grand, mais bon, ça devrait le faire. Et celui-ci qui est quand même beaucoup plus grand. Donc si vous voulez voir, là on a du chou kale que j'ai congelé, des haricots verts. Ça c'est les carottes de l'an passé qu'on a ici. Des pois gourmands. Ça c'est les haricots beurre de l'année dernière. On a des courgettes jaunes aussi. Et bien sûr on a le canard qui nous reste. Pour l'instant j'ai pas encore congelé beaucoup de choses, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, pour refaire le test, j'ai juste congelé quelques tomates. Qui sont encore bien congelées. Je vais les mettre directement dans une casserole. Donc les tomates sont congelées. L'idéal c'est quand même de les sortir la veille, les mettre au frigo pour les laisser se décongeler. J'ai pas pensé à le faire, mais je veux vraiment tester cette méthode parce que si ça fonctionne, je vais gagner beaucoup de temps, ce sera beaucoup plus pratique. Moi la sauce tomate, je compte pas faire de la conservation de sauce tomate, je compte juste conserver mes tomates congelées. Ensuite, à la minute, quand j'ai besoin cet hiver de faire une lasagne, une bolo, peu importe, j'aurai juste à sortir les tomates la veille, les mettre au réfrigérateur et le lendemain matin, préparer la sauce. Si ça fonctionne, bien sûr, si ça fait le job. Mais en tout cas, je trouve que se sont quand même pas mal conservés et je pense que pour de la sauce tomate, ça devrait le faire. Voilà. Hop là. Donc, je vais mettre sur feu doux, je vais laisser décongeler sous couvert. Et ensuite, je ferai la sauce tomate. En attendant, tant que ça décongèle, il faut que j'arrose les semis qu'on a fait ensemble la dernière fois. Pas tout, t'as failli me faire tomber. Voilà pourquoi j'aime pas trop ce terreau. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, là les mottes elles sont assez dures et pourtant je les arrose tout le temps. Oh, faut pas que je marche là. Alors, comme je vous disais, ça s'affaisse ici. On a la bombe de la fosse septique. En fait, je pense que c'est la terrasse qui s'affaisse et que ça vient pas de la fosse septique le problème. Car la fosse, c'est une fosse béton qui a été re-remplie d'eau. Alors que normalement, c'est pas obligatoire pour les fosses béton, c'est surtout pour les fosses plastiques pour éviter qu'elles s'affaissent si elles sont vides. Mais le monsieur qui nous a vidangé la fosse a bien refait le plein avec de l'eau. Et hier, c'est simple, hier, ici, on n'avait pas du tout cet affaissement, avant-hier, pardon, et hier matin en arrivant, j'ai vu que ça s'était vraiment affaissé. Là, je passe mon doigt, hein. Il y a un gros souci. On a eu 20 mm de pluie dans la nuit, si ce n'est plus, c'est ce qui était annoncé. Et donc, je pense que c'est la pluie qui fait s'affaisser la terrasse, parce qu'il ne doit pas y avoir de dalle en dessous. Donc on est parti pour enlever toutes ces dalles, retirer les pavés autobloquants, puisque c'est des pavés autobloquants en dessous des dalles, et voir comment on peut faire, je sais pas. J'espère que ça va pas être problématique, surtout pour la fosse septique en fait. C'est ça qui me fait peur, c'est la fosse septique. Oui, parce que en plus les dalles s'affaissent jusqu'ici, donc je pense vraiment pas que ce soit lié à la fosse. Ce qui est une très bonne nouvelle, parce que si c'était la fosse septique, là, ça serait vraiment problématique. Pour les semis, on commence à avoir les choux qui lèvent, les laitues. Les côtes de bled, c'est pas encore le cas, mais ça prend toujours un peu plus de temps. C'est normal. Donc là, on voit que ça commence à lever un peu partout. Je pense que d'ici 4-5 jours maximum, je pourrai les repiquer au potager. On va touiller les tomates, éviter que ça crame. Ça sent bon.
J'adore. Ça sent très bon. En attendant que ça se fasse, je vais aller au jardin, je vais récolter du chou kale. Comme ça, je vais pouvoir encore en congeler. Je peux pas en congeler des grosses quantités à la fois parce qu'il faut le faire sur plaque. Comme ici, il faut que les feuilles soient séchées, lavées, séchées. Il faut les mettre sur plaque et mettre la plaque directement au congélateur. Hop là. Alors, il me faut des chaussures. Il faut des chaussures quand même. Il pleut dehors. Je ne peux pas y aller pieds nus. Puis finalement, si, je vais y aller pieds nus. Alors, il me faut... Et avant la fin de la vidéo, je vais repeser les poulets de chair. Je suis intriguée, j'aimerais savoir leur poids. Pour information, là ils ont 7 semaines et je passe un sac de 10 kg par jour en nourriture. Alors, chou kale. Pour la conservation, l'idéal, quels que soient les légumes, c'est de prendre les légumes qui sont les plus beaux, qui n'ont pas été touchés par des insectes. Maintenant, c'est pas toujours possible, hein, donc on fait comme on peut. Voilà. Je vais déjà congeler ça. Alors les carottes sur ce rang, c'est vraiment je dirais un semi-échec. Je dirais que c'est un semi-échec ici. C'est de ma faute, hein. Évidemment, c'est de ma faute. Hein. C'est la faute de personne d'autre. Alors, j'ai trouvé son prénom à la petite canne. C'est... Non, c'est pas pour vous les poules. Abigail. Donc c'est pas un prénom que vous m'aviez donné, mais ça m'a permis de trouver son prénom, ça m'a inspiré. Abigail, comme ça je l'appellerai Abby tout simplement. Je sais pas pourquoi les volailles, il faut toujours que ça finisse en I pour moi. Qu'est-ce que tu fais, Kinou? T'étais en train de manger la gamelle de chat? Qu'est-ce que c'est ça, Kinou? Patou, il a mangé la gamelle de chat. Non. Non, c'est pas parce qu'il s'est servi que t'as le droit. Je tourne la tête 2 secondes, il mange les croquettes du chat à chaque fois. Et en plus, les croquettes pour chat sont toxiques pour les chiens. D'ailleurs, c'est pas étonnant, il est tout le temps en train de vomir. Donc, les tomates, elles disent quoi? Ah, ben voilà. Alors, je vais retirer l'eau. Voilà. Elles sont quasiment décongelées. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a une petite tache sur la feuille. Hop. Je me retire cette partie. On évite de congeler ce qui est pas beau. Donc vinaigre blanc, moi j'utilise toujours ça pour nettoyer dans la maison. Avant j'utilisais pas mal d'huile essentielle. Seulement maintenant on a le chat. Et comme tous les chats, son foie ne peut pas synthétiser les molécules des huiles essentielles. Et donc ça peut être extrêmement dangereux pour eux, voire mortel. Donc je n'utilise plus d'huile essentielle pour nettoyer la maison. Même s'il est dehors et qu'il rentre une demi-heure plus tard, ça peut être dangereux, donc je ne le fais pas.
que je fais, c'est que je sèche les feuilles avec une feuille de sopalin, parce qu'à chaque fois que vous laissez une goutte sur les feuilles de chou kale, vous allez créer une brûlure avec le froid. Vous allez brûler vos feuilles en fait. Alors ça prend un peu de temps à faire, hein, mais c'est pas désagréable. Ensuite je retire, donc une fois que j'ai séché ma feuille, je retire la nervure centrale. C'est pas la peine de la conserver, de toute façon on la cuisine pas. Le chou kale, si vous voulez en faire manger aux enfants, la meilleure technique c'est de le cuire dans l'eau avec les pommes de terre pour préparer une purée en fait. Et ensuite, il y a juste à mélanger avec la purée. C'est la meilleure façon d'arriver à leur en faire manger déjà au départ pour les habituer au goût du chou kale. Voilà, bon l'idéal par contre c'est de ne pas faire trop de couches en fait de feuilles pour bien les congeler. Là je l'ai fait parce que j'ai trop de feuilles et la dernière fois c'était un peu la même histoire et il y a eu quand même une bonne congélation, il n'y a pas eu de souci. Je vais les laisser quand même reposer une dizaine de minutes pour que le peu d'humidité qui reste puisse s'évaporer. Et ensuite il n'y aura plus qu'à mettre au congélateur. Maintenant, les tomates sont prêtes. Elles ont rejeté pas mal d'eau. Bon là, très franchement, je vais pas m'embêter à faire une sauce parfaite parce qu'en fait, vu la quantité avec le mixeur plongeant, c'est assez difficile de tout bien broyer. Ce que je veux voir surtout, c'est le goût de la sauce. Donc, un peu de sel, un peu de poivre. Je vais même mettre un tout petit peu d'ail en semoule. Et on va aller chercher du basilic, évidemment. Hein. D'ailleurs, j'ai du basilic rouge qui pousse. Si vous en cultivez, vous cuisinez avec. J'aimerais bien avoir des idées, recettes, puisque j'en ai jamais fait jusque-là. Il est ici, c'est la première année. Alors, je vais récolter donc un peu de basilic. D'ailleurs, le basilic, quand je le récolte, je prends juste le bout comme ça, puisque ici, on va avoir donc les fleurs qui vont commencer à se développer. Ce qu'on veut éviter, comme on voit ici. Quand les feuilles commencent à être trop proches comme ça, c'est que les fleurs vont se développer. Là, on peut voir qu'on a un début de fleurs. Et plutôt que de m'embêter à venir toutes les semaines ou 2 fois par semaine, ça dépend du temps, retirer les fleurs, je coupe simplement le bout de la tige. Et c'est avec ça que je cuisine. Voilà. Donc je vais peut-être pas mettre tout ça, ça risque d'être un peu fort en goût. Alors voilà le souci, tous les ans, c'est la même histoire. Comment conserver, comment stocker les légumes en fait. Voilà, c'est le même problème que j'ai chaque année. J'ai pas la place dans la cuisine. Bon certes, je vais pas me plaindre parce que j'ai une cuisine qui est bien plus grande que la majorité des gens que je connais. Mais en même temps, quand on a les légumes du jardin, vous savez tout ce que c'est. Plus la cuisine est grande, mieux on se porte parce qu'en cette période, on a du bordel partout. Des légumes partout. Et c'est vrai qu'avoir une grande cuisine, c'est quand même un plus. Et je dois dire que dans la restauration, je me suis habituée à avoir de la place quand même. Alors, le basilic, très franchement, je ne lave pas. Il a plu toute la journée hier. Il ne subit pas de traitement, évidemment. Il est près de la maison. Je vois pas d'insectes dessus, je vois rien, je lave pas, c'est pas la peine. Où est mon couteau? Ah, voilà. Trois fois trop de basilic. À chaque fois avec les herbes aromatiques, j'ai du mal à estimer. Voilà. Alors la peau des tomates, moi normalement je la laisse. Bon là, comme ça a été assez mal mixé, je vais pas forcément tout laisser.
Mais en temps normal, je m'embête franchement pas à la retirer. Je mixe tout et une fois mixé, on s'en rend plus compte qu'il y a la peau. Je vais faire mijoter ça juste 5 minutes. En tout cas, jusque là, je peux dire que le goût est très bon. Ça a vraiment le bon goût de la tomate. Donc je pense clairement que c'est une très bonne méthode de conservation quand on n'a pas le temps de faire de la sauce tomate en quantité durant la saison. Vous avez l'objectif tout sale. C'est tout sale. Donc je pense que c'est une très bonne méthode pour la conservation des tomates, sachant qu'en cette saison, on n'a pas tous forcément le temps de faire des sauces. Et moi qui refuse de congeler, de faire des bocaux, je fais pas de stérilisation de bocaux parce que j'en avais fait déjà. Et j'ai eu une assez mauvaise expérience. J'avais fait pas mal de litres de sauce tomate. Et puis on a ouvert un bocal, on a trouvé qu'il était quand même un petit peu acide au niveau du goût, ça nous a paru. Après, quand les légumes sont acides à la base, comme les tomates, ça contient de l'acidité, c'est pas forcément que le bocal est plus bon. Mais le truc, c'est qu'avec les bocaux stérilisés, on peut pas savoir. On peut pas savoir parce que il n'y a pas vraiment un goût qui nous prend et qui nous fait dire « Ah non, non, là, c'est pas bon, faut pas le manger ». C'est pour ça que c'est très dangereux la stérilisation, parce que si on consomme des bocaux stérilisés qui, bien sûr, n'ont pas été stérilisés correctement, ça peut être mortel. Hein. Donc à faire très attention à ce niveau-là. C'est pour ça que moi je fais pas de bocaux, de sauce en bocaux, et que donc je préfère congeler mes tomates. Voilà. Et comme ça cet hiver j'aurai juste à me sortir mes tomates à la minute. Je vais me faire des sacs d'1 kilo de tomates et je sortirai mes tomates la veille au soir et le lendemain je pourrai faire ma sauce. Et de toute façon en hiver on a beaucoup plus de temps qu'en été, donc c'est parfait. Ce sera la bonne période pour justement passer plus de temps à cuisiner. Je vais congeler le chou kale. Alors, je vais essayer de nous faire quelque chose de relativement plat. Là. Voilà, donc je les laisse comme ça pendant 3-4 heures. Dans 3-4 heures, je prends une poche, un sac congélation, je les mets dedans. Alors, il faut être assez rapide quand on met dans le sac congélation, parce que c'est des légumes feuilles, la décongélation se fait assez rapidement. Mais bon, en même temps, il n'y a pas énormément de risques, hein. On n'est pas en train de parler de viande ou de poisson, ça va. Et c'est comme ça donc que le chou kale se conserve. Par contre, je vous déconseille de faire ça avec tout autre légume feuille. Même les épinards, vaut mieux les cuisiner avant, les épinards. Le chou kale, c'est vraiment ces légumes qui se conservent super bien congelés. D'ailleurs, il est meilleur congelé que non congelé. Le gel va permettre d'adoucir le goût du chou kale et le rend bien meilleur. C'est pour ça qu'en cette saison, en été, le chou kale qu'on a au jardin, je le récolte, mais on ne le mange pas tout de suite, on le congèle pour le préparer plus tard. En hiver, comme il gèle, je vais immédiatement le récolter pour le cuisiner. Allez, goûtons cette sauce tomate. C'est vrai que j'ai envie d'essayer cette technique-là depuis cet hiver pour le stockage des tomates. La conservation, pardon. Et donc, j'espère que ça va bien rendre. C'est nickel. C'est nickel. Fantastique. Donc voilà, pour conserver vos tomates, vous les récoltez. Il faut bien sûr qu'elles n'aient pas de pète, d'impact, de trous, quoi que ce soit. Celles-là, vous les gardez pour les manger fraîches. Et vos tomates qui sont parfaites, vous les lavez, vous les essuyez. Et ensuite, vous pouvez les mettre directement en poche et au congélateur. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant que ça c'est fait, que je sais que mon test pour les tomates, c'est cool, on va aller tester le poids des poulets de chair. Ah oui, et on m'a demandé plusieurs fois où j'achetais mes graines pour les volailles, c'est la Compagnie des animaux. Voilà, donc c'est vrai que je tiens à préciser que ces sacs-là, qui sont du mélange pour pondeuse, si vous le cherchez, c'est le mix Ardennes, mélange poule pondeuse Ardennes. Et celui dans lequel on trouve des petits pois, justement. Et donc ça, c'est un peu plus cher que sur la plupart des sites. Seulement, la nourriture de démarrage que j'achète pour les poules ne se trouve... je le trouve qu'à ce prix-là, je ne trouve cette alimentation à ce prix-là
que sur la compagnie des animaux. Donc au final, je paye un peu plus cher l'alimentation pour pondeuse, mais je paye moins cher l'alimentation pour les poulets de chair, et dans la mesure où c'est eux qui consomment le plus de nourriture, c'est plus rentable pour moi, sachant que la livraison est gratuite à partir de 100 €. Je fais une commande tous les mois, et comme ça, je peux voir mon livreur tous les mois. Un très gentil monsieur, qui à chaque fois insiste pour m'amener l'alimentation ici, il veut même la rentrer dans la maison. Il est vraiment très gentil, il fait plus que son travail, ce monsieur. J'ai encore reçu une commande hier. Hein. Voilà, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6, 12. J'ai 120 kg derrière et j'ai 100 kg devant. Donc là je suis, juste là j'ai 220 kg. Sachant qu'en fait il y a eu une rupture de stock, donc ils n'ont pas pu tout m'expédier. Il manquait l'alimentation pour les pondeuses. Heureusement j'ai toujours de l'avance parce que j'anticipe ce genre de choses. Et bon là vous voyez bien que j'ai de l'avance encore. Donc ils m'ont envoyé que la moitié de la commande. Le reste de la commande arrivera donc à partir du 22 juillet, c'est pas un souci, je suis pas dans la misère, je suis pas à la minute. Et pour s'excuser, ils m'ont envoyé une quinzaine de petits trucs à manger comme ça, végidants là pour les chiens. Et apparemment pour avoir une haleine fraîche. Oh les garçons. Donc dans la mesure où le patou a une haleine fétide, en fait on s'est trompé, on aurait dû l'appeler fétide. C'est affreux son haleine. Vous savez, c'est un peu comme une poubelle de restaurant de fruits de mer en période de grève des éboueurs. Voilà, je dirais que ça se rapproche vraiment de ça. Donc, qui sait, peut-être qu'il aura la laine plus fraîche bientôt. Donc bon, juste pour que vous voyez, vous êtes vraiment chez la folle aux poules. J'ai ma nourriture pour les volailles ici dans ma chambre. Voilà. Et alors ça a une odeur, ça sent. Hein. Si vous avez moyen de mettre l'alimentation ailleurs, mettez-la ailleurs. Parce que le soir, moi, quand je me couche, je sens l'odeur des graines. Ça sent un peu la croquette pour chien d'ailleurs. Et encore une fois, on est chez la folle aux poules puisque sous le lit, ici, j'ai le réchaud qui me sert à préparer mes poules. Alors, Patou, il est content, le blanc. Et les chiens, bien sûr, ont une place ici dans ma chambre, s'ils veulent dormir avec moi le soir. Dans le salon, ils ont accès au canapé, au fauteuil, parce qu'ici, on vit chez les chiens. Hein, on vit chez Patou? C'est Patou qui paye le crédit de la maison et qui chasse la croquette tous les jours pour papa et maman. Bah oui, bah oui. Qu'est-ce qu'on ferait sans le blanc, hein? Oh, qu'est-ce qu'on ferait sans notre blanc? Bisous. Bisous. Oh oui, Kinou. Oh oui, Kinou. Alors voilà, on me disait il faut que tu mettes un enclos plus petit pour tes poulets parce qu'ils perdent trop de masse en dépensant de l'énergie à se promener, à courir partout. Mais la réalité, c'est que non, ça court pas partout ces races-là. Hein. C'est feignant, c'est même le summum de la feignantise, ces volailles, j'ai jamais vu ça. Elles restent allongées et allongées devant la gamelle et elles mangent allongées. Alors ça, si c'est pas le summum de la feignantise sur Terre, essayez de les attraper sans trop me galérer. En plus, je suis en claquette, j'espère que je vais pas avoir à en courser un ou deux. Attendez, on a deux coqs là, juste là. Ils sont en train de s'affronter. Qui a le plus gros caractère? Ça ira. Je vais essayer de les choper. J'aimerais bien choper une poule et un coq pour voir la différence. Ils veulent m'attaquer en plus. Alors, voilà la technique, vous passez à côté de la volaille et vous regardez ailleurs. Voilà, c'est comme quand on veut choper chagri ici, il faut faire ça aussi. Donc vous regardez ailleurs et jusqu'au dernier moment, vous tournez pas la tête, vous regardez pas la volaille, ils pensent que vous les voyez pas du coup. Bon, voyons voir. Tu pèses combien toi mon gros? Wow. 2,6 kg. 2,6 kg. Wouhou. Allez. Voilà. Bon, ben alors je pense clairement que les poules doivent faire du 2,2 kg. On va voir.
Hop là, ma poulette. Tout va bien. 2 kg 325. Allez, va ma grosse. Voilà. Donc on est à 7 semaines. Les mâles font 2,6 kg, les femelles 2,3 kg. Fantastique. Tu veux retourner dans le seau? C'est ça? Je crois qu'elle veut retourner dans le seau. Elle a bien aimé son tour de seau. Pour savoir le poids que vous obtiendrez après abattage, c'est simple, vous prenez le poids total, vous prenez le poids vivant de votre volaille, et en fait vous enlevez 25% de poids, parce qu'en fait quand on va plumer, vider la volaille, on va perdre 25%, donc on va garder 75%. Voilà.